Mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente Marc-Antoine Vachon, titulaire de la chaire de tourisme Transat. Bienvenue à cette édition des Gueuletons touristiques. Merci à mes conférenciers invités. Merci d'avoir accepté de vous lancer dans l'aventure. Tout d'abord, du ministère du Tourisme du Québec, Véronique Brisson-Duchesne, directrice de l'innovation et des politiques, et Annie Cloutier, directrice par intérim des connaissances stratégiques et de l'intelligence marketing. Et aussi Martin Lessard, directeur du MT Lab, le premier incubateur de start-up dédié au tourisme, au divertissement et à la culture en Amérique du Nord. Merci à vous trois. Merci à tous, chers amis, chers acteurs touristiques, chers partenaires, d'être présents aujourd'hui. Avant de se lancer en ondes, nous étions à 1043 inscrits. Alors, c'est une excellente nouvelle et vous pouvez être sûr qu'on a travaillé fort pour être à la hauteur de l'attention que vous nous portez aujourd'hui. Un coucou spécial aux quelques étudiants qui sont inscrits. Vous êtes la relève de l'industrie et il sera question de vous à quelques reprises durant la présentation. Et un coucou à ceux qui nous écoutent d'ailleurs aussi, parce que la plupart des inscrits sont du Québec, beaucoup de PME du Québec, mais on est aussi écouté en France, en Belgique, en Suisse, au Maroc et des francophiles du Royaume-Uni, de l'Afrique du Sud. Alors, un beau bonjour et on a hâte de vous revoir assurément. Cet événement annuel organisé par la chaire de tourisme Transat est rendu possible grâce au soutien de plusieurs partenaires précieux. Tout d'abord, un merci spécial à Développement économique Canada, qu'on soutient depuis des années. Et merci à nos partenaires hôteliers de longue date, à qui j'envoie des ondes positives depuis le début, sans grande efficacité, mais avec beaucoup de sincérité, je vous l'assure. Alors, merci beaucoup à l'Embassy Suites par Hilton Montréal, au groupe Germain Hôtel, à l'Intercontinental Montréal, au Delta Hôtel par Marriott Montréal et à Nana, magazine et répertoire de l'Association des hôtels du Grand Montréal. Merci beaucoup. En 1898, la guerre des mondes était écrite. Le pouvoir sous-estimé des microbes de la Terre était révélé. Et malheureusement, la fiction s'est invitée dans notre réalité. Notre industrie a été durement frappée de plein fouet partout. Les tendances observées au cours des dernières années par le réseau de veille en tourisme ont été exacerbées au cours de 2020 et certains enjeux se sont aussi amplifiés. Toutefois, quelques signaux nous permettent de rester positifs malgré les défis qui nous guettent. Aujourd'hui, en levée de rideau, je vous présenterai les principaux défis de 2021 et les occasions d'affaires qui en découlent. Martin Lessard y apportera sa touche d'entrepreneur et d'innovateur. Ensuite, deux directrices du ministère viendront nous expliquer les outils liés à la connaissance dont elles disposent et comment elles les utilisent pour amener leur soutien à l'industrie. Mais avant de débuter, c'est important pour nous de faire un coucou à Pierre Belrose et Paul Arsenault pour tout le travail qu'ils ont fait pour amener une grande notoriété à cet événement. Alors, nous leur avons demandé de réaliser 2 capsules. Les voici. Bonjour à tous. Merci à la chaire de me permettre de faire une autre fois une tendance pour 2021. Et bravo pour continuer l'exercice à leur façon pour cette année. Ce ne sera pas une année facile, une édition facile pour faire les tendances avec le contexte de la pandémie, mais je vais essayer de faire quelque chose de pertinent pour les quelques minutes que j'ai. J'ai décidé de parler de la question des vaccins et de l'impact que cela aura sur l'industrie touristique et culturelle. On sait que, selon l'Organisation mondiale de la santé, ça prend environ 65 à 70 de la population adulte qui doit être vaccinée pour avoir un effet collectif immunitaire. Quand on regarde les statistiques de Goldman Sachs, selon toute prévisibilité, à l'automne 2021, en Occident, dans la majorité des pays, on devrait arriver à ce taux de 65 à 70 de la population adulte qui devrait être vaccinée. Ça devrait être le début de la fin de cette pandémie. Mais je pense qu'un chiffre encore plus important à regarder pour se donner de l'espoir à plus court terme, c'est le nombre de personnes qui ont 65 ans et plus dans la population. Au Québec, et c'est à peu près partout, 20 de la population a 65 ans et plus. Ce 20 de la population équivaut à 80 des hospitalisations.
on sait que ces gens-là vont être priorisés. Si on calcule les gens, qu'on rajoute un peu les gens du secteur de la santé, les autres gens qui ont des fragilités, c'est 25 de la population. Et quand ce 25 de la population va être vaccinée, la dangerosité de la pandémie va être énormément diminuée. Et donc, on risque, plus qu'un risque, on espère qu'à ce moment-là, on peut passer en zone orange, puisque les gens fragiles vont être vaccinés. Selon le ministre de la Santé, Christian Dubé, en janvier 2021, à partir du mois de février, on pourrait vacciner 250 000 personnes au Québec par semaine. 250 000 en priorisant les gens fragiles. Calculez ça comme vous voulez, ça implique, et c'est les données de Goldman Sachs le confirment aussi, au printemps, et peut-être même au début du printemps, les personnes fragiles vont être vaccinées. Ce qui fait que ça va mettre de la pression et de l'optimisme pour que les restaurants, les musées, nos attraits réouvrent de façon tempérée. Après, on sait ce qui arrive durant l'été. On l'a vu à l'été 2020. Les grippes virales diminuent beaucoup. On risque d'avoir beaucoup moins de cas. Et à l'automne 2021, bien sûr, le vaccin, à ce moment-là, va faire son effet. Donc, en résumé, l'élément à regarder, oui, c'est le 65 à 70 de la population à être vaccinée qu'on devrait avoir à l'automne 2021, mais c'est plus le 20-25 des gens fragiles qui vont être vaccinés en priorité et qui devraient nous permettre d'avoir l'optimisme après le premier trimestre. Il nous reste moins que 100 jours très difficiles. On est dans l'œil de la tempête. Mais j'ai vraiment espoir avec ces tendances et ces prévisions de vaccins pour les gens fragiles qu'au printemps, on va avoir les premières étapes de décloisonnement, qu'à l'été, ça va aller beaucoup mieux et qu'à l'automne, ça va être le début de la fin de cette terrible pandémie. Merci beaucoup. Alors, à la demande donc de Marc-Antoine et de l'équipe de la chaire, que je salue, coucou, Marc-Antoine me dit, peux-tu dire rapidement, il est drôle, rapidement, ce que tu aimais le plus de cette conférence-là sur les tendances que Pierre et toi avez fait pendant de nombreuses années? C'est une excellente question, je ne m'étais jamais posé ce que j'aimais là-dedans. Probablement l'adrénaline avant de monter sur la scène. C'était assez intense. Cette espèce de stress-là. C'est pas mon métier, finalement, être sur une scène. C'est peut-être plus comme conférencier, oui, comme professeur, mais il y avait un petit côté spectacle à tout ça. Disons-le, le contenant était peut-être plus important que le contenu. Ça aussi, c'est à départager. Donc, il y avait ça. Et il y avait aussi le stress, toujours, parce que ce que vous avez jamais vu, mais ça va que les portes ouvrent pour ceux qui étaient là. La très grande majorité des temps, on a eu des problèmes techniques avec l'ordinateur, avec le son, avec la recopie vidéo, avec le... Enfin, il y avait toujours un problème, ce qui fait que j'avais le rythme cardiaque dans le tapis à chaque fois. Et qu'est-ce que je retiens de tout ça, finalement, c'est qu'il y avait l'adrénaline, monter sur scène. Je parlais avec Pierre, j'ai l'impression que c'est une discussion qui durait 30 secondes et c'était terminé. Et après ça, oui, l'adrénaline tombait, la fatigue revenait. Alors voilà, c'est ce que je retiens de cette longue et étrange expérience sadomaso que je m'infligeais à chaque année. Alors voilà, je vous souhaite une belle conférence ce matin. Moi, je vous souhaite préparer un plat de popcorn. Je vais regarder ça en même temps que vous. Alors, pour une fois, je serai dans la scène, dans la salle plutôt que sur la scène. Alors voilà, à bientôt en 2021, je le souhaite. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup, Paul. Merci pour tout ce que vous avez fait et d'avoir contribué à la notoriété de cet événement. Et je vous souhaite vraiment une très belle année 2021. Alors, une présentation comme celle-ci ne se fait pas sans une équipe formidable. Donc, vous voyez les visages de la chaire. Une équipe qui se concentre sur deux pôles, les connaissances stratégiques. Donc, il y a 750 sources d'informations qui sont scrutées sur une trentaine de secteurs, de thématiques liées au tourisme. Et on a aussi des capacités d'intelligence d'affaires, donc de capter de l'information qualitative, quantitative au Québec, partout dans le monde. Alors, je vous salue, chère équipe. J'adore travailler avec vous. Au menu aujourd'hui, quelques observations sur le contexte, ce qu'on a appris des voyageurs et ce qu'il restera, les principales adaptations à opérer, destination et entreprise,
et aussi les legs de la COVID-19. Donc, qu'est-ce qui va rester? Alors, quelques observations. L'an dernier, de quoi on parlait en 2020, de tourisme bienveillant, de surtourisme, et on notait certains défis, et certains défis qui ont pris de l'ampleur cette année, notamment la pénurie de main-d'œuvre, qui a pris une tournure différente, l'anxiété généralisée, on en parlait déjà, là, on s'imagine que c'est encore pire, et la mise en marché qui était, on observait de nouveaux systèmes grâce aux nouvelles technologies, et certainement que Martin Lessard pourra nous en parler plus longuement de ce phénomène qui n'a pris que de l'expansion. Sur la corde raide, alors l'économie mondiale, le PIB est en baisse partout dans le monde. Le tourisme est l'un des secteurs les plus touchés, comme on le sait. Et au Canada, donc on parle déjà de perte de 40 milliards et surtout l'hébergement, la restauration, les arts, loisirs, divertissements qui sont les plus touchés, sans grande surprise. Au Québec, il y a quand même eu un été touristique l'année dernière, c'est-à-dire que dans le sondage où on allait chercher l'impact de la COVID sur les entreprises, on a fait 3 vagues l'été dernier. C'est un sondage en partenariat avec les choix du télétravail. Donc, un sondage qu'on faisait avec l'Alliance et le ministère du Tourisme. Alors, on a vu que certaines entreprises ont reçu des touristes, mais bon, ça n'était qu'un pansement. On est quand même inquiet sur les pertes financières qui sont accumulées et pour l'avenir aussi. Donc, tout n'est pas rose, bien sûr. Et on parle d'un retour au niveau de 2019 dans un avenir quand même assez lointain, dépendamment du moment où les frontières rouvriront. Il y aura une relance en U ou en V. Ça reste à déterminer. Alors, de nouvelles pratiques de consommation ont été observées, notamment l'accélération du développement des compétences en ligne. Tout à fait, Marc-Antoine. Au fond, la culture numérique avait déjà pris du retard, puis il faut le reconnaître, et c'est ce qu'on a remarqué avec la pandémie. Les gens, en fait, notre écosystème n'était pas très avancé en numérique. Et donc, la culture a fait un grand bond en avant et ça va rester. Vous allez voir donc des habitudes qui vont rester, donc une forme de standardisation. Les transactions en ligne, on ne reviendra pas en arrière. Les gens vont vouloir, et peut-être même vous aussi, vouloir réserver des créneaux horaires pour avoir une meilleure prévisibilité ou avoir des données de fréquentation prévisibles. Donc, prolonger l'expérience grâce au numérique avant et après. Tout ça est devenu possible grâce à ce bond en avant au niveau du numérique, au niveau de la culture du numérique chez les clients. La sensibilisation aux achats de produits locaux. Hein, on a vu qu'au niveau communautaire, c'était plus fort cette année. De belles statistiques. Je pense entre autres à mes collègues Martin Cloutier et Laurent Renard, que je salue, qui ont pu déterminer qu'avant la pandémie, 45% des gens Montérégie étaient très ou extrêmement sensibilisés à l'achat local et désormais, c'est 81%. Donc, on voit un bond très fort et il va y avoir un effet rémanent qui va demeurer. Il y a un momentum pour l'achat local, il faut en profiter. Et les Canadiens ont accumulé 160 milliards en liquidités. Alors, oui, il y a beaucoup d'inéquité là-dedans, ce n'est pas tout le monde, mais il y en a plusieurs qui ont beaucoup d'épargne et donc attendent le moment pour le dépenser dans ce qui convient et on espère que le tourisme aura sa part du lion là-dedans. Alors, ce qu'on a appris des Québécois en 2020, vous savez, on capte plusieurs choses, plusieurs tendances mondiales à la chair, mais on aime faire un sondage au Québec pour voir si ces tendances se confirment. Et vous voyez ici, les intentions de voyage en 2021 permettent d'être quand même optimistes. Vous voyez ici, c'est un sondage qui a eu lieu au mois de novembre et pour l'été, 68% des répondants prévoyaient un séjour d'au moins une nuit dans un hébergement commercial. Alors qu'on sait que l'été, généralement, il y a beaucoup de visites de parents et amis. Alors ça permet d'être quand même optimiste sur les intentions de voyage. Et parmi les gens qui ont voyagé l'année dernière, 80% d'entre eux veulent davantage découvrir le Québec. Alors, on vient de créer une armée d'ambassadeurs. On voit qu'on a un taux de rétention qui est fort aussi. Les gens veulent plus de Québec. Alors, il y a un momentum à utiliser. Les gens prévoient aussi planifier davantage tôt dans la saison, donc 33%, ce qui n'est pas négligeable. Alors, il faut leur fournir des outils pour planifier une planification qui est encore d'ailleurs plus élaborée, ne serait-ce que pour le marché local au Québec. À surveiller dans les préférences des consommateurs, l'aspect durable, le télétravail, qui est une nouvelle bibite avec laquelle on doit vivre, vous l'entendez d'ailleurs, et la proximité de la clientèle qui est aujourd'hui le pain et le beurre.
Alors, rappel des bonnes pratiques quand on évalue tous ces phénomènes, ces changements de comportement, mais il faut repenser la clientèle. Là, on a une clientèle plus de proximité, une nouvelle clientèle plus typée québécoise. Alors, on doit s'adapter et ne pas prendre la clientèle de grande proximité comme acquise. Il y a beaucoup de choses qui vont se jouer en ligne, alors on doit être présent en ligne. Si les gens veulent planifier d'avance, ils vont utiliser des outils notamment numériques et la grande proximité physique ne fait pas foi de tout. Il faudra aussi cette proximité en ligne. Proposer des offres et des forfaits ciblés et innovants parce qu'on a une nouvelle clientèle. Investir pour accentuer et approfondir sa présence en ligne. On savait déjà que c'était important, mais ça a pris de l'importance. Et donner une plus grande vitrine aux artisans, aux producteurs, aux artistes québécois, notamment par la création de partenariats stratégiques et notamment multisectoriels, pas juste en tourisme, donc avec d'autres secteurs. Je parlais tout à l'heure de l'aspect durable. Alors, vous voyez qu'une personne sur deux est prête à modifier ses pratiques de voyage pour réduire son empreinte carbone. Et 1 sur 3 porte plus d'attention aux pratiques durables depuis la COVID-19. Alors, on savait qu'il y avait déjà un mouvement, mais ce mouvement-là est amplifié. Alors, ça va devenir un avantage concurrentiel de démontrer quel est notre engagement vers le tourisme durable, le développement durable qui en passant n'est pas uniquement l'environnement, mais aussi l'aspect social, l'aspect d'impact sur la communauté. Et ça, on l'a bien vécu au niveau de l'achat local notamment et des retombées régionales cette année en tourisme. Les télétravailleurs. Donc, le télétravail est soutenu par un virage numérique qui existait déjà au départ, mais qui a connu une explosion et qui a été propulsé par la pandémie. Et les gens aiment ça. Mais la majorité des employés canadiens apprécient le télétravail. Donc, il y a quelque chose qui va rester de ça. Et ce n'est pas uniquement local, c'est international. Alors, il faut penser à cette occasion. Il y a un nouveau type de voyageurs qui va jaillir. Alors, il faut proposer des offres qui cadrent avec les besoins des télétravailleurs. Et de ce côté-là, Marc-Antoine, et vous le savez très bien, vous êtes en première loge pour ça, il ne s'agit pas juste d'avoir l'Internet haute vitesse. Et pour les régions, c'est effectivement un enjeu. Mais il faut comprendre que c'est aussi quelque part une forme d'aménagement du territoire. Attirer des employés et non pas juste les compagnies. Vous êtes capable maintenant d'attirer des employés qui viennent travailler chez eux à distance. Mais pour ça, il faut comprendre qu'ils ne peuvent pas rester toujours coincés à la maison. Vous avez des services à leur offrir, des services de livraison à domicile, de repas, ou même encore, s'ils restent toujours à la maison pour travailler, il leur faut des tiers-lieux où ils peuvent peut-être travailler à l'extérieur pour ne pas être dérangés, pour voir d'autres collègues. Et donc, de repenser en disant que si vous voulez attirer, au fond, ces employés-là à venir travailler dans votre coin, bien, il faut penser à ces services connexes, pas juste la haute vitesse. Tout à fait. Créer des forfaits afin d'attirer une clientèle en mesure de prolonger ses séjours. Ça, c'est quelque chose qu'on veut faire toujours en tourisme, prolonger le séjour. Alors, de retarder le départ d'une journée, 2 journées, 3 journées. Si on peut commencer notre semaine de travail pendant le voyage, bien, ça amène des occasions pour nous. Et promouvoir la destination auprès des télétravailleurs locaux et internationaux. Donc, ce n'est pas local, c'est aussi international. Bien sûr, international, ce n'est pas à court terme, mais à moyen terme, long terme, ça va être une clientèle à ne pas négliger. Capitaliser sur un tourisme de proximité. Alors, des tendances qui se maintiennent, le plein air, le terroir, c'est des secteurs qui sont en vogue, qui vont l'être très fort encore cet été, là, à très court terme. On observe une intensification des activités, mais aussi des achats liés au plein air. Alors, les gens se sont équipés. Si vous pensiez acheter un paddleboard à la mi-juillet l'année dernière, vous avez oublié ça rapidement. Alors, il y a une clientèle captive, c'est-à-dire une clientèle qui s'est équipée, qui va chercher des lieux de pratique, qui va chercher à maximiser cet équipement-là. Alors, c'est une belle occasion à saisir. Et non seulement la sensibilité à l'achat local, mais aussi on a assisté au développement de circuits courts. Les circuits courts, il faut comprendre que c'est le lien entre un producteur et quelque part un client, donc une ferme et un chef dans un restaurant. Et si dans votre coin, il y a juste quelques fermes et que chacun prend son propre outil, vous n'avez pas la masse critique. Donc, ce qui va arriver, à mon avis, c'est que vous avez à vous regrouper ensemble, à créer une plateforme en général numérique qui permet d'abaisser les coûts, parce que si on prend les chemins traditionnels, ça coûte trop cher, mais le numérique permet de mettre en relation ses producteurs et ses clients. Donc, de voir apparaître ces outils numérique, c'est quelque chose, à mon avis, qu'il faut suivre de proche si vous voulez attirer ces touristes. Tout à fait. Et l'accessibilité, les outils numériques, Martin.
De ce côté-là, ben, vous savez, je dirais que inutile de tout réinventer. Le cellulaire est devenu quelque part la pièce maîtresse. Vous pouvez calculer, miser là-dessus en disant que le cellulaire contient des applications ou le service qu'il faut pour rejoindre votre client. Mais de comprendre aussi peut-être que des outils qui existent chez vous. Si des plateformes web ou des applications mobiles offrent des cartes interactives et tout, peut-être que vous avez intérêt à vous regrouper pour pas que chacun ait sa propre carte interactive ou chacun a son propre service de livraison. Peut-être que la livraison dans votre coin doit être unifiée. Vous allez vous arranger pour collaborer, pour compétitionner ensemble en disant que si vous êtes ensemble, vous créez une masse critique pour que la plateforme numérique, pour que cet outil numérique soit rentable. Et de ce côté-là, à mon avis, il y a beaucoup de solutions au Québec qui peuvent vous intéresser. Alors, les impacts de la COVID-19 sur les voyages des Québécois, 42 pensent voyager plus localement désormais, faire davantage de séjours en nature et prendre plus de temps pour visiter un lieu. On connaît le slow travel, hein, le tourisme contemplatif. Alors, on va vouloir revivre pleinement cette liberté qui nous a été enlevée. Alors, avis aux intéressés, on va sortir, on va prendre un peu plus de temps à l'avenir pour profiter des lieux et des destinations. Alors, pour profiter de ces lieux, on va vouloir, par exemple, capter davantage d'informations avant de se déplacer. Alors, on veut de l'information sur les lieux de pratique et particulièrement en périphérie des centres urbains. Il va y avoir une demande très forte et des fonctionnalités aussi. Martin en parlait, notamment des fonctionnalités de réservation, de plage horaire, d'explication peut-être au niveau de la location d'équipements. Alors, ces éléments-là sont à développer et sont à raffiner. Élaborer des offres spécialement développées pour les citoyens. Les citoyens, le tourisme de proximité va poursuivre encore cette année, ça c'est clair. Et promouvoir le Québec aux Québécois tout au long de la période de vaccination de masse. Il y a une clientèle qui est captive, là, on est en cabané, on se cherche de l'information, on se cherche du contenu à consommer. Alors, c'est le moment de faire saliver. Parce qu'on va planifier plus tôt qu'auparavant. Alors, à très court terme, il faudra être agressif justement sur ces stratégies de contenu, ces stratégies promotionnelles. Et bien sûr, créer des partenariats avec d'autres secteurs d'activité. Et tout à l'heure, on en parlait, Marc-Antoine, c'est que ces chefs, ces producteurs, ces artisans doivent se regrouper, des fois même imaginer à parler avec d'autres secteurs. Donc, on parlait de coopération, mais de compétition aussi, mais de réunir les forces pour atteindre cette masse critique. Parce que souvent, en dehors des très grands centres, on n'a pas cette masse critique pour avoir suffisamment de clients. Mais quand on se regroupe ensemble, peut-être entre hôtels et musées, avoir le même outil plutôt que d'avoir deux outils différents, c'est là qu'on voit que la coopération peut être très payante. Tout à fait. Alors, être à l'écoute, repenser l'image, les cibles, les villes se remettent en question, parcours client, RH. Alors, comment on s'adapte à cette situation? Alors, tout d'abord, parlons d'organisation, de gestion des destinations. Alors, il y a une redéfinition du rôle. On a été témoin de ça. Donc, un transfert du marketing vers une création de valeur partagée, de fédérer, de s'occuper de nos membres et d'aller chercher quelque part une logique d'attractivité territoriale. On a vu à quel point les acteurs devaient être tenus en compte, et notamment les résidents. On a des problèmes parfois de conflits d'usage qui ont été exacerbés cette année. Alors, ce rôle des OGD est important au niveau de la création de valeurs partagées. L'humain est au cœur des stratégies. L'humain à plusieurs égards. Tout d'abord, bien sûr, les clients qui sont plus anxieux qu'auparavant, qui ont besoin d'être rassurés, qui ont besoin de davantage d'informations. Oui, on avait parlé d'entrée de jeu d'anxiété généralisée. Bien ça, d'ailleurs, on a un devoir sociétal de répondre à cette anxiété-là. Il faut être prêt pour donner un sauf-conduit aux citoyens. Mais aussi l'humain en tant qu'employé. C'était pas facile à vivre, ça l'est toujours pas d'ailleurs, mais donc rassurer nos clients, rassurer nos employés, on sait à quel point les ressources humaines sont importantes et fragiles, on l'a constaté, mais aussi comme dirigeant. Comme dirigeant, on a des défis qui ne sont pas toujours évidents, comment on partage en tant que gestionnaire, à quel point on s'ouvre. Alors, tout ça, ça devait faire partie des décisions des OGD qui ont un rôle fédérateur et bien sûr de rassurer les membres et en tant qu'humains. La collaboration avec la communauté pour répondre aux besoins, donc aux besoins des résidents, certes, mais à ceux des touristes. Alors, on a vu que ça prenait plus de rythme, ça s'accélérait cette chose-là. Donc, il faut réussir à concilier
bien sûr, les deux classes de clientèle parce qu'elles ont bien sûr des motivations différentes, mais aussi peut-être des moments de visite ou des comportements de visite qui sont différents. Alors, au niveau des OGD, redéfinir les indicateurs de succès d'une destination, on n'est pas juste en volume, mais en valeur, aller chercher des éléments plus qualitatifs. Reconnaître et mettre en valeur le patrimoine immatériel des régions, qu'est-ce qui fait la couleur propre des régions. Transformer les résidents en ambassadeurs de marque. On a fait on crée des armées, le bouche à oreille, c'est très fort. Et même si Internet est fort, souvent la visite Internet est initiée par un contact de bouche à oreille. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Il faut continuer sur ce momentum d'ambassadeurs locaux et créer des prototypes, expérimenter des idées avec la communauté. Il y a des projets pilotes qui ont été faits. Cette année, ça s'enligne pour être une année un peu similaire, là. Alors, peut-être que c'est une belle occasion de raffiner le projet pilote ou de finalement oser. On n'a pas osé faire un projet pilote l'année dernière, de le faire cette année avant de devoir réellement rentabiliser, arriver à des exigences de rentabilité comme auparavant et l'exigence d'être parfait. Il ne faut pas oublier que les gens ont tellement hâte de sortir de chez eux qu'ils sont prêts à se contenter d'une expérience différente d'auparavant. Alors, on a le droit encore de se tromper cette année. Repenser son image de marque et son public cible. Alors, déterminer l'identité de la destination. Alors, on a une nouvelle clientèle. La clientèle internationale, on a eu un moment avant qu'elle revienne. Alors, c'est le moment peut-être de repenser les choses, de repartir à neuf et de façon plus franche. Mieux connaître le parcours des touristes et leurs retombées économiques. Alors, et là, je veux que ce soit très clair, ce n'est pas uniquement l'objectif de cibler toujours les touristes qui ont le plus d'argent à amener à l'écosystème. Non, c'est la valeur de démocratisation est importante dans le voyage. Et ce qu'il faut réfléchir, c'est comment on attire les gens qui amènent des retombées positives dans la région, dans l'écosystème régional. Et bien sûr, celle des résidents, parce que les résidents avaient un apport beaucoup plus important en termes de valeur cette année. Alors, de réfléchir à ce persona, à qui amène un élément positif dans la destination et dans l'écosystème de la région de façon plus globale. Établir son public cible à nouveau, donc viser des segments qui participent aux retombées économiques de la région, comme je viens bien de l'expliquer. Alors, il faut promouvoir la basse saison et les régions excentrées moins fréquentées. C'est l'occasion de le faire hein, parce que les gens cherchent un petit peu à s'isoler. On ne cherche pas nécessairement les grandes foules. Alors, c'est le moment de tenter de sortir des fameux blockbusters, des fameux attraits les plus connus. Hein, c'est l'occasion d'en faire la promotion. Développer des partenariats locaux, on en a vu entre OGD, pour faciliter la visibilité et la notoriété d'une région, voire d'un territoire. De ce côté, Marc-Antoine, je vous dirais qu'enfin, on a le temps de pouvoir faire ces recherches, de trouver comment les gens retrouvent nos régions. Donc, la recherche en ligne, c'est pas obligé de créer une application, d'inventer un nouvel outil, de comprendre ce que c'est, ce qu'on appelle la découvrabilité. Donc, c'est d'établir des structures lisibles par les robots, les Google de ce monde. Donc, d'avoir un site web qui, quelque part, qui met les bons mots-clés de la bonne manière pour que les robots puissent l'indexer, donc on puisse le retrouver. Et donc, d'avoir le temps de faire ceci, de faire aussi du marketing AdWords et Facebook, comme d'habitude, mais de penser aussi à des nouveaux outils comme de marketing créatif en ligne, qu'on appelle en français l'hypercroissance, ou en anglais, c'est growth hacking, ça nous vient de la côte ouest américaine. Mais dans le monde des startups, c'est quelque chose d'assez important, utiliser tous les outils numériques qui existent pour pouvoir atteindre sa cible. De comprendre quelque part, au fond, puisqu'on est encore entre nous, encore pour un petit bout de temps, avec nos gens de la région, on disait tout à l'heure, de transformer nos résidents en ambassadeurs, mais ça veut peut-être dire, au fond, retrouvez donc les images que vos résidents mettent en ligne, essayez de les regrouper soit à travers un mot-clic, donc de réutiliser au fond vos résidents comme étant ceux qui peuvent parler à vos futurs touristes qui vont venir. Tout à fait. Et fidéliser les résidents, les incitant à voyager localement à l'aide d'itinéraires de proximité. Donc, ne pas prendre pour acquis que tout le monde connaît sa région, bien souvent même au contraire. Alors, il faut les aider en développant des outils et en les permettant de se promener à l'intérieur. Il ne faut pas prendre pour acquis que tout le monde connaît ce qu'il y a à faire dans sa région. Les villes se redéfinissent. Alors, la haute saison était très difficile pour les villes, Québec, Montréal, certes, mais aussi des villes plus de centralité. Si je pense à Chicoutimi pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça n'a pas été facile pour les centres urbains.
Alors, leur scène culturelle, événementielle, gastronomique forge pourtant l'identité du territoire, de la région. Alors, on a quand même pu assister à de belles initiatives comme la piétonisation, des nouvelles voies cyclables, terrasses sur les trottoirs, places publiques, même parfois un peu d'animation. Il y a des trucs très, très créatifs qui ont eu lieu. Mais la pandémie amène une accélération de ce qui était déjà en train d'être mis en place, c'est-à-dire de rendre la ville à échelle plus humaine. Et ces modifications-là d'aménagement, on peut être parfois testés positivement, d'autres disent on va peaufiner des choses. Alors, on a vu des éléments fantastiques pour l'accélération de ce phénomène-là. Mousser davantage les transports actifs auprès de la clientèle touristique. Hein, et puis là, on peut tester des choses avec les résidents, qui sont souvent les premiers utilisateurs de ces transports actifs. Donner une plus grande visibilité au commerce indépendant identitaire des rues principales. C'est ce qui fait l'authenticité, ce qui fait la couleur locale. Alors, leur en donner de la visibilité à nos commerces qui nous aident à être différents. Et façonner des milieux où il fait bon vivre, où les résidents sont fiers et heureux d'accueillir les visiteurs. Hein, notamment, on sait qu'il y avait des conflits d'usage. Cet élément-là est bien compris et notamment dans cette logique d'attractivité. Du côté des jeunes compagnies innovantes, il y a beaucoup de solutions très concrètes des organismes qui peuvent quelque part vous aider. Des outils, par exemple, de captation des flux dans un lieu qui vous permet ensuite d'analyser comme où est-ce que les gens vont, qu'est-ce qui se passe. Donc, de pouvoir ensuite, avec les données, de visualiser en 3D à bas coût les dispositions qu'on peut faire pour la place publique. Donc, de réaménager les places en fonction des datas qu'on a trouvées auparavant. Donc, pour créer des rues conviviales, il existe aussi des outils de projection, d'animation par la technologie, mais sans mettre la technologie en avant, mais bien le résultat, le côté créatif. Et pour dynamiser les rues commerçantes, il existe des outils de sondage de citoyens comme Potluck, par exemple, qui est une compagnie québécoise, qui permet de pouvoir sonder les résidents autour en disant, mais ce commerce qui est fermé, à quoi il pourrait être utile? Alors, rien de tel que de taper dans l'intelligence collective de votre coin grâce aux outils qui existent. Tout à fait. On sait que le parcours client a été redéfini. Hein? On n'a pas eu le choix d'intégrer ce qu'on appelle les fameuses mesures sanitaires dans le parcours client. Et là, il fallait créer le contact sans contact. Et ça, la technologie était très utile à plusieurs endroits, plusieurs moments clés du parcours client. Il y a des choses qui vont rester, c'est indéniable. Et notamment, dans la redéfinition de la chaîne du service client. Hein, on sait que la livraison a pris beaucoup d'importance, le web et toutes les fonctionnalités que le web permet. Diversifier ses sources de revenus en allouant de nouveaux usages à des lieux, en ciblant différentes clientèles. On a vu notamment certains hôtels qui louaient des endroits de coworking, par exemple. Et durant son passage, utiliser la technologie pour intégrer une touche d'humain avec le tourisme. Le côté humain reste vraiment essentiel, mais même si on parle de technologie, je crois qu'il faut que ça reste à l'arrière-plan le plus possible, parce qu'au fond, si dans les processus, vous améliorez vos processus grâce à des outils, bien, vos employés ont plus de temps pour parler avec vos clients. Donc, la techno à l'arrière-plan, à mon avis, pour mettre vos employés à l'avant-plan, c'est une bonne idée. D'avoir des outils de système de rappel d'employés qui permettent de pouvoir en quelques minutes savoir qui serait disponible en fin de semaine parce qu'il fait beau. Alors, au lieu de passer plusieurs heures, bien, c'est un outil qui met les gens de l'avant. Des automatisations du check-in, par exemple, aussi. Alors, des outils d'analyse et de surveillance qui permettent d'améliorer des processus. Tout ça fait que la technologie, effectivement, n'est pas mise à l'avant-plan, mais bien dans le back-end pour favoriser vos employés pour la relation plus humaine. Tout à fait. On comprend que cette technologie-là a une valeur ajoutée dans le parcours client qui va être à jamais modifiée. Et l'expérience va être modifiée non seulement par l'avancée de la technologie, mais les technologies encore plus avancées, plus fines, comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée, va pouvoir être utilisée non seulement pour l'expérience en tant que telle, mais en dehors, notamment comme outil de planification. On sait que les vacances, en particulier au Québec, on n'a pas beaucoup de semaines. Alors, on veut maximiser ce temps de vacances-là et avoir des outils technologiques pour nous permettre de diminuer le risque de se tromper, pour constater à quel point ça répond à nos besoins. Bien, cette technologie-là a fait un bond en avant et va pouvoir être utilisée beaucoup dans la planification et notamment aussi dans la gestion des flux. Au niveau des ressources humaines, alors, quelques bonnes pratiques. On sait que avant la crise, c'était une des priorités, un des plus grands défis. Alors,
on a le droit de se montrer transparent et vulnérable comme gestionnaire. Et quelque part, on doit même le faire. On voit que ça a un impact sur la fidélité du personnel. Alors, on comprend qu'il y a un sain équilibre à avoir entre être leader et être vulnérable, mais on n'est pas parfait. Superman, Superwoman, ça n'existe pas. Et on a été mis au défi là-dessus cette année. Se serrer les coudes entre institutions d'enseignement et industrie. Eh bien, pour la relève, hein, c'est pas toujours évident. Alors, il faut les rassurer, il faut montrer qu'à moyen terme, long terme, il n'y a pas de souci. On est dans l'œil de la tempête à ce niveau-là. Alors, que ce soit par visite virtuelle, visioconférence, avoir des discussions ouvertes avec les jeunes, à savoir quels sont les défis, comment on envisage les perspectives, comment on pense relever les défis, bien, ça va les rassurer parce qu'on veut conserver ceux qui ont un intérêt pour le tourisme, on veut les conserver. Alimenter les employés, les futurs employés en informations prometteuses dès que possible. Tout à fait. Les RH, au fond, vous avez compris, le numérique est là pour rester. De ce côté-là, je dirais que vous avez à montrer l'exemple, le RH numérique est là. Donc, engagez vos futurs employés à distance, ça va se faire et même ceux qui vont le faire auront un avantage sur leurs concurrents. Parce que avant d'ouvrir, avant que ça soit tout ouvert, il va falloir engager et ça, on est encore en confinement. Donc, les outils numériques, le télétravail, c'est donc un truc que vous devriez vraiment maîtriser et ça partira plus. Merci, Martin. Alors, nous sommes rendus au legs. Alors, qu'est-ce qui va rester? Eh bien, premièrement, on a assisté à une réappropriation de nos espaces, de nos entreprises, de notre culture qui est vraiment salutaire. D'accord, c'est un peu obligé. On n'avait pas vraiment d'alternative, mais c'est une bonne nouvelle parce qu'on a créé des ambassadeurs, on a créé un intérêt. Il y a un momentum. Il y a de l'intérêt pour voyager, on l'a vu avec les données, et il y a des liquidités aussi pour voyager. Alors, il y a une clientèle qui est captive, qui s'en vient, qui pierre d'impatience pour sortir. L'humain doit être au centre de tout. On a parlé des problèmes, des difficultés des employés. Heureusement, il y a beaucoup de solutions qui existent. Les besoins des clients qui se sont complexifiés avec une couche d'informations demandée qui est supplémentaire et aussi des défis pour les dirigeants, pour les gestionnaires qu'on a vraiment observés. Et tout ça doit être mis ensemble pour bien considérer l'humain. On sait que l'humain est très important dans la prestation de services, notamment services touristiques. C'est en ligne que ça se passe, même à proximité. Alors, on savait l'importance du numérique, de cette transformation-là qui était entamée et on a dû vraiment accélérer le pas. Et pourquoi même à proximité? C'est-à-dire que même à proximité, on a besoin d'outils technologiques pour planifier nos voyages. Alors, il ne faut pas prendre pour acquis que nos voisins vont venir nous voir de toute façon parce qu'ils nous connaissent. On devra être présent aussi en ligne pour leur donner ces facilités, cette ergonomie à pouvoir réserver, à pouvoir avoir accès à cette information, l'information qu'ils recherchent. Et bien sûr, l'innovation comme processus. Et de ce côté, Marc-Antoine, ce que je dirais, c'est qu'il faut toujours rester proche pour se faire au moins inspirer par les innovations. Quand ça va bien, c'est justement le bon moment pour rester proche. Inspirez-vous soit à travers l'Internet ou en rencontrant des gens innovants. Donc, en restant proche, quand il y a une crise, au moins, vous avez des solutions que vous avez déjà vues. Mais l'innovation, c'est pas toujours de la techno, hein. C'est un processus. Donc, c'est une mise en valeur ou une manière de modifier pour améliorer ce qui fait votre affaire, soit améliorer la relation avec le client, ou améliorer l'expérience. Mais aussi des fois des bonnes idées, une amélioration du genre juste changer les choses du genre, pourquoi pas être un hôtel comme un restaurant d'un soir ou mettre son restaurant comme un spectacle. Donc, vous voyez que c'est plutôt des processus ou une forme d'innovation imaginaire qui permet de pouvoir dire « Hey, j'attire les gens différemment ». Donc, ce n'est pas toujours de la techno. Et ça, ce genre d'innovation-là, je crois que c'est à la portée de tout le monde. Merci beaucoup, Martin. J'en profite pour te remercier, Martin, du MTLab, directeur du MTLab, d'avoir accepté de te lancer dans cette aventure. Et ce qu'on retient, c'est que les touristes, les entreprises touristiques ont tout à gagner à diminuer leur dépendance à l'international. Ce n'est pas un choix, on n'a pas le choix de s'adapter. Alors, profitons-en parce que de diminuer cette dépendance-là, ça fait en sorte que notre industrie sera plus résiliente. Hein, on va réussir à diversifier les entrées de revenus, plus durable parce qu'un tourisme plus local a moins d'impact négatif, plus identitaire parce que si on doit s'adapter à nos résidents, à nos citoyens, à notre Québec, bien, ça va nous amener davantage à respecter nos couleurs et à mieux les afficher
Hein, on parle souvent d'authenticité en tourisme. Bien, c'est ça. On s'adapte aux préférences locales, bien, on va donner cette couleur-là. Et bien sûr, plus solidaire. On a vu des éléments de communauté, de la compétition, des entreprises qui sont entraidées, mais aussi des touristes, des résidents qui ont été à la défense des attraits de leur région. Et toute cette solidarité, non seulement entreprise, mais aussi clientèle, résidents, ça permet d'entrevoir l'avenir du tourisme comme très positif et ayant un impact positif sur les communautés. Alors, merci beaucoup, Martin Lessard du MTLab, d'avoir accepté de te lancer dans cette aventure. Beaucoup de valeur ajoutée que tu as apportée. Alors, merci beaucoup de tes lanternes et de ta boule de cristal. Ça fait plaisir. Alors, elles travaillent très fort et un peu trop dans l'ombre à notre goût. Elles sont toutes deux du ministère du Tourisme du Québec. Véronique Brisson-Duchesne, directrice de l'innovation et des politiques, et Annick Cloutier, directrice par intérim des connaissances stratégiques et de l'intelligence marketing. Mesdames. Mais alors, bonjour tout le monde. On est très honorés d'être avec vous aujourd'hui puis d'avoir l'opportunité de participer au Gueuleton touristique. Comme vous le savez, le thème de la rencontre d'aujourd'hui, c'est entre défis et occasions d'affaires. Et puis l'année qui vient tout juste de s'achever, elle a sans contredit été sous le signe des défis, autant chez nous au ministère du Tourisme, pour vous, pour l'ensemble de notre industrie qui a particulièrement été touchée par la venue de la COVID. D'ailleurs, soyez assurés, il n'y a aucun effort pour aider les entreprises qui est épargné. On travaille sans relâche pour assurer la survie de nos entreprises, soutenir la relance des activités, puis le moment venu aussi, être prêt à accélérer un retour vers la croissance qu'on connaît avant la crise. On le sait tous, les mesures sanitaires exceptionnelles qui ont été mises en place, que ce soit au Québec ou à l'échelle mondiale, il y avait pour objectif d'agir immédiatement sur la propagation du virus et des complications qui sont associées. Mais jamais, ni vous ou moi aurions pu prédire que des mesures aussi drastiques arriveraient dans nos vies, puis agiraient aussi fortement sur la mobilité des personnes qui est vraiment au cœur de l'activité touristique. Pour saisir les occasions d'affaires qu'offrira la reprise, je pense qu'on a tous un rôle à jouer. De notre côté, au ministère du Tourisme, on a un rôle à jouer à différents niveaux, mais aujourd'hui, la Chambre nous invite à démystifier peut-être plus particulièrement celui qu'on joue en matière de connaissances stratégiques et d'intelligence d'affaires. Puis la question qu'on veut répondre aujourd'hui ou qu'on souhaite adresser avec vous, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider à traverser la crise, pour tirer pleinement profit des opportunités à venir? Parce que des opportunités, si je peux vous rassurer, il y en aura, mais encore faut-il être en mesure de les identifier, puis de les identifier au bon moment pour pouvoir les saisir avec leur plein potentiel. Donc, en temps de crise, puis surtout en temps d'incertitude, je crois que le seul véritable avantage compétitif qu'on peut avoir par rapport à nos voisins, à nos compétiteurs, c'est la connaissance. Et ce qu'on veut concrètement au niveau de la connaissance, c'est de vous accompagner. On veut s'assurer de vous dégager une information qui vous parle, un message qui va se rendre jusqu'à vous, un message qui sera mis en relation avec votre quotidien, qui sera suffisamment concret pour que si vous l'appropriez, vous posez des questions, les bonnes questions, puis par la suite prendre des décisions éclairées en vue d'anticiper ce qui s'en vient, puis bien planifier la saison 2021. Pierre Belrose en parlait au début dans sa capsule. On a bon espoir qu'il va y avoir une saison 2021, une belle saison 2021. Donc, il faut être prêt. C'est sûr que de votre côté, vous disposez d'informations intéressantes, que ce soit sur votre organisation, votre segment de clientèle, sur votre région. Mais est-ce que votre bout de connaissance est suffisant? Est-ce que mis en relation avec celui de votre voisin, comme amenait la piste un petit peu Martin tout à l'heure, ou mis en relation avec d'autres informations, est-ce que ça peut vous apporter un éclairage qui est différent? De notre côté, puis ça a probablement été le même constat chez vous aussi, la COVID, elle nous a remis en question sur plusieurs facettes, puis au niveau de l'intelligence d'affaires, ça nous a mis en perspective qu'il y avait des façons de faire qui n'étaient peut-être pas optimales, pas dans le contexte assurément. Traditionnellement, beaucoup de nos sources de données au ministère, c'était basé sur des grandes enquêtes. Puis quand on parle de grandes enquêtes, c'est un processus qui est relativement long de préparation de collecte. Donc, entre le moment où on a un besoin et le moment où est-ce que l'information nous parvient, il y a un délai qui était trop important dans le contexte. Donc, la crise, l'urgence, ça nous a forcé à admettre qu'on n'avait plus les moyens en 2020, pas avec la technologie qui est disponible et tout, d'attendre. On avait un besoin d'instantanéité là, au niveau de l'information. On avait déjà amorcé une transition vers des données que j'appellerais plus dynamiques, vers des nouveaux outils et vers des nouvelles façons de faire. Puis si on peut trouver du positif à travers
travers la crise et la COVID, bien, ça nous a forcé à accélérer un changement qui était nécessaire. Un changement qui, on l'espère, deviendra la nouvelle normalité. Des longues enquêtes, il va toujours y en avoir. Il y aura encore des sondages et tout. Mais c'est cette relation-là avec les données dynamiques pour appuyer nos décisions, puis être en mesure de saisir les opportunités au bon moment qu'on souhaite emboîter le pas dans cette direction-là. Donc, avec ma collègue Annie, aujourd'hui, on ne veut pas vous assommer avec une quantité faramineuse de chiffres. Qui dit connaissance ne veut pas dire nécessairement que de la donnée. Mais on veut tenter brièvement avec vous de faire le point sur les perspectives pour la prochaine année. On veut vous illustrer à travers quelques exemples de données ou d'outils qu'on utilise. On veut vous illustrer comment on peut dégager une connaissance concrète, puis comment ces éléments-là peuvent maintenant et pourront, dans les prochaines semaines, les prochains mois, vous aider à planifier votre saison 2021, puis être au rendez-vous pour la clientèle québécoise et on l'espère, une clientèle. Oui, je m'excuse vraiment. J'ai eu de la difficulté avec ma connexion. J'ai perdu un peu le fil, donc clairement, je n'ai pas embarqué au bon moment, mais vraiment désolée. J'espère que ça va bien aller pour la suite. Mais bref, la crise, je ne vous apprendrai rien qu'elle a frappé vite et elle a frappé fort. Et au ministère, les premières priorités ont été mises sur comment accompagner l'industrie puis mettre des moyens en place pour bien l'accompagner jusqu'à la sortie de cette crise-là. Mais pour pouvoir être en mesure de poser les bonnes initiatives puis les gestes qui vont compter au bon moment, bien, il fallait être en mesure de comprendre l'ampleur de la crise puis comment elle affecte l'industrie touristique. Donc, dès le départ, on a travaillé au ministère à la mise en place d'un modèle d'impact économique qui nous permettrait aussi de prévoir des scénarios de reprise. Par contre, les facteurs qui impactent l'industrie touristique sont en constante évolution, notamment pour les restrictions au déplacement, ce qui fait en sorte que notre modèle est en constante évolution. On le retravaille pour justement s'adapter aux nouvelles réalités. Mais maintenant, pour ce qui est de regarder vers l'avenir, on commence à avoir plus d'informations puis voir un peu comment ça va se passer parce que justement, on a eu une saison touristique puis on s'attend à ce que la prochaine puisse lui ressembler et même en mieux. Avec du tourisme de proximité, du plein air qui pourrait être très, très fort, puis des courts séjours qui seraient favorisés. Si on fait un pas en arrière puis on regarde qu'est-ce qui s'est passé, eh bien, on peut voir que pour certaines régions du Québec, ils ont réussi à très bien tirer leur épingle du jeu, notamment l'Est du Québec, pour qui c'est comme s'il n'y avait pratiquement pas eu de COVID. Les gens se sont rendus dans ces régions-là. Il y a eu une bonne activité touristique, un peu à l'image des dernières années. Si on regarde pour le nord de Montréal ou les régions plus au nord du Québec aussi, ont réussi à avoir une bonne saison touristique. Par contre, pour les portes d'entrée, Montréal, Québec et l'Outaouais, ça a été et ça continue d'être extrêmement difficile. Si on regarde un peu pour la proportion des Québécois qui ont voyagé au Québec, on voit que 41% des Québécois ont fait un voyage au Québec, 32% peuvent être qualifiés de touristes ayant réalisé un court, moyen ou long séjour au Québec. Maintenant, il faut travailler à augmenter ces proportions-là. Comme mentionnait Marc-Antoine un petit peu plus tôt, les gens qui ont visité le Québec, ils ont envie d'en découvrir davantage. Puis il y a là des opportunités à saisir. Il faut arriver à faire grimper les proportions de touristes pour la saison prochaine, puis à allonger les séjours. Si on compare avec l'année 2019, qui était une année, somme toute, record, des gens qui avaient voyagé, des Québécois qui avaient voyagé au Québec, la proportion de 41% qu'on voit à l'écran actuellement, elle était nettement inférieure. Donc, sur cette base-là, déjà, on a un gain. Puis, je crois qu'il faut travailler à le conserver parce que le moment où les frontières réouvriront sera peut-être pas le même moment où les clientèles hors Québec seront de retour chez nous. Donc, on ne veut pas perdre nos Québécois et on ne veut pas vivre un choc à un moment où les Québécois décideraient de quitter le Québec et nos clientèles plus acquises, plus traditionnelles ne seraient pas encore pleinement au rendez-vous ou de retour. Puis, il y a également la proportion qu'on voit à l'écran ici là, de 13% pour les moyens séjours. Il y a une opportunité ici à saisir. Le Québécois moyen a l'habitude de faire des séjours de moyenne durée. 13%, c'est inférieur à ce qu'on connaît. Il y a une façon de voir les choses, d'essayer de se mailler avec nos voisins, nos compétiteurs, d'autres services ou d'autres attraits pour offrir quelque chose d'un peu plus packagé et d'aller vers du moyen séjour auprès de nos Québécois. Maintenant, si on veut justement réussir à augmenter la durée des séjours, puis augmenter notre proportion de touristes, on pense que c'est important de redéfinir la demande touristique. Donc, qui va voyager, comment ils vont voyager et qu'est-ce qui va les intéresser. C'est à ce moment-là qu'au ministère, on a commencé à introduire des nouveaux outils, dont un qui nous permet rapidement de croiser des données dans des banques de données, justement, puis qui nous permet de démocratiser un peu l'accès à tout ça
Ce qui nous permet, par exemple, ici, on est allé observer tous les codes postaux qui ont été recueillis dans les lieux d'accueil et de renseignement touristique. Ça nous a permis de voir quelles sont les grandes régions émettrices de touristes et quelles sont les grandes régions réceptives de touristes. Donc, si on regarde pour celles qui émettent des touristes, Montérégie, Montréal, Québec, oui, évidemment, c'est les régions les plus peuplées, mais les Laurentides, les cantons de l'Est, le centre du Québec, c'est des régions où les gens aiment voyager et qui ont voyagé au Québec. Maintenant, si on regarde où ils sont allés, par exemple, la Montérégie, on peut observer deux phénomènes. Ils sont soit allés loin de la maison ou restés très près de la maison. Ils sont allés en grande proportion en Gaspésie, mais aussi en grande proportion dans les cantons de l'Est, qui est la région voisine de la leur. Puis, fait intéressant ici, c'est que les gens de la Montérégie, ils sont allés dans les lieux d'accueil et de renseignement touristique de la Montérégie, donc de leur propre région. Ils se sont intéressés à découvrir ou redécouvrir l'offre touristique de leur propre région. Donc, dans le contexte actuel, définitivement, courtiser son voisin, ça peut s'avérer très payant. Maintenant, si on regarde tout ce qui est intérêt des voyageurs, il y a un outil les Google Trends, qui nous informe sur les recherches que les gens font sur Internet. Ici, on regarde un indice de suivi pour les compagnies aériennes, donc les recherches de vol. On voit que la COVID a eu un impact majeur sur l'intérêt des gens. Puis si on regarde la zone en grisé à la fin du graphique, c'est les prévisions que le modèle de Google nous donne. Ici, on voit qu'il n'y a aucune reprise significative, c'est-à-dire que les gens sont définitivement pas encore dans un mode à reprendre l'avion. Si on regarde au niveau toujours de Google Trends, mais au niveau des agences de voyage en ligne, vous voyez maintenant que la zone grisée, il y a une ligne qui est tout à fait linéaire, il n'y a aucun mouvement. Dans tous les thèmes, les terminologies là, que l'on suit, que ce soit au niveau de nos attraits, de nos produits, plusieurs tendances, c'est très rare que l'on voit une ligne comme ça apparaître. C'est ce qui démontre dans l'exemple suivant, entre autres, là, que le modèle n'est pas en mesure de le prévoir et qu'on a encore une grande incertitude au niveau de ce créneau d'affaires-là. Maintenant, l'objectif ici, ce n'était pas de mettre encore de l'emphase là, sur les difficultés des agences de voyage. Là, on le sait à quel point ils ont été durement touchés et je sympathise avec eux. Par contre, ce qu'on peut montrer ici, c'est que en le suivant de façon régulière, cette ligne-là va reprendre du mouvement. Au moment où elle va prendre du mouvement, nous, on va identifier les éléments déclencheurs. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'à ce moment-là précis, les gens ont eu un intérêt vers les agences de voyage? Qu'est-ce qui peut nous aider à accompagner les agences de voyage pour une reprise? Et puis aussi, au niveau de Google Trends, en général, peut-être vous dire que c'est un bel outil qui est gratuit. C'est facile à utiliser pour monsieur, madame, tout le monde à interroger. Nous, on interroge beaucoup de choses avec Google Trends et avec beaucoup d'outils de Google qu'on n'a pas le temps de vous présenter aujourd'hui. Mais si c'est quelque chose que vous souhaitez utiliser ou essayer de votre côté, sachez que c'est très accessible. Maintenant, on veut regarder aussi, toujours à partir des Google Trends, l'information sur l'hébergement touristique. Parce qu'hébergement veut dire aussi tourisme, ça veut dire que les gens ont envie de sortir de leur maison. Puis ce qui est intéressant ici, c'est les prévisions que Google nous donne. Donc, on s'attend presque à un retour à la normale. Donc, ça ici, c'est extrêmement encourageant. Puis, Marc-Antoine l'a mentionné plus tôt, si c'est des recherches vers des établissements commerciaux, donc ce n'est pas des visites vers des parents et amis, fait que c'est vraiment consommer du tourisme ici. Alors, bon, ça nous donne une belle perspective, c'est encourageant. Puis, si on a aussi regardé les différents segments de l'hébergement, si on pense au camping puis au motel, on a vu que les clientèles de base sont toujours là, les recherches sont assez stables. Elle veut savoir, OK, est-ce que ça se traduit quelque part? Puis, dans le fond, quand on dit est-ce que ça se traduit, c'est que ce qu'on a voulu voir, c'est dans le fond, c'est beau de parler de recherche. C'est beau que les gens aient sur le web, veulent chercher de l'information. Dans l'exemple ici, c'est au niveau de l'hébergement. Mais maintenant, est-ce que ça va se convertir? Est-ce que ça se transforme en vente? Parce que oui, les gens peuvent rechercher, mais si ça ne se convertit pas en vente, ce n'est pas aussi profitable pour nous, touristiquement, pour notre économie, pour nos entreprises. Donc, ce qu'on a fait, c'est de vous donner un exemple ici, là, au niveau de la ligne qui est en bas, qui est plus foncée. C'est les recherches qui sont effectuées. Et la ligne qui est plus pâle, bleu pâle, qui est au-dessus, c'est les taux d'occupation. Donc, on voit que les recherches et les réservations, c'est quelque chose qui se suit. Il y a une corrélation qui est très forte entre les deux éléments. Et au-delà de savoir, bien,
qu'est-ce que les gens recherchent, est-ce que ça se concrétise en vente? C'est aussi une belle façon de voir que les gens qui cherchent dans différents thèmes, là ici on a pris l'exemple de l'hébergement, mais on a la même chose qui ressort dans les attraits et dans d'autres types de services. Lorsque les gens vont faire des recherches, ça se concrétise à forte proportion en vente. Donc, soyez visible, soyez accessible. Votre information, lorsqu'elle est vue, ça se concrétise en vente. Donc, c'est un bel atout, un bel outil de suivre ces informations-là pour être certain que dès 2021, ça puisse devenir un outil de suivi pour vous assurer d'avoir plus de clientèle là, dans vos organisations, dans vos régions. Maintenant, pour essayer de bien cibler nos clientèles, savoir qui va s'intéresser à notre offre, bien, on introduit au ministère un nouvel outil qui s'appelle Envision. Envision, qu'est-ce que c'est? C'est une banque de données qui croise notamment les données du recensement, ce qui nous donne des compréhensions fines de nos clientèles, et ça partout en Amérique du Nord. Ils ont développé 57 profils types, c'est-à-dire des grands recoupements de la population, des ressemblances entre certaines personnes. Puis, si on regarde au Québec, les gens qui voyagent le plus, c'est les Saint-Tigidou. Bon, c'est qui les Saint-Tigidou? C'est des banlieusards à revenus moyens, c'est des francophones, des familles d'âge mûr, c'est des passionnés de plein air. Ils sont plus susceptibles de pratiquer le cyclisme, le ski de fond et d'aimer le hockey. Maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce que ça nous donne concrètement? Bien, si on sait que les gens qui correspondent aux Tigidou s'intéressent à l'offre touristique du Québec, bien, allons les chercher. On peut essayer de les cibler, puis quand ce sera possible et permis, bien, on pourra aller courtiser les Tigidou de l'Ontario et même essayer d'aller chercher sur nos marchés de proximité dans le nord-est des États-Unis. Maintenant, cet outil-là nous permet aussi d'autres choses qu'on n'a jamais eues auparavant, c'est de connaître les profils des clientèles. Par exemple, ici, on est allé chercher le cas des Laurentides. À partir des codes postaux, on est capable de savoir que les gens qui se sont rendus dans les Laurentides à l'été 2020 consomment Facebook à 86 %, YouTube à 61,3 %. On sait aussi pourquoi ils veulent suivre des marques sur les médias sociaux. Bien oui, c'est pour en savoir plus sur les produits et services, mais c'est pour participer à des concours puis obtenir des coupons rabais. Donc, ça peut s'avérer vraiment payant de se tourner vers ces petites choses-là pour pouvoir ramener les gens puis les intéresser à nos entreprises. On peut même savoir aussi qu'est-ce qu'ils consomment à la télévision, des séries dramatiques, des documentaires, de l'actualité, ou bien voir une bonne vieille défaite du Canadien, ça les intéresse. Donc, ça peut nous permettre de faire du marketing ciblé par les intérêts des gens. Annie en parle, elle parle de marketing. Ici, on est allé avec quelque chose qui s'imageait bien là, avec les médias plus sociaux, plus traditionnels. Ce qui est intéressant avec les profils, les 57 profils dont on vous parle, c'est qu'on peut avoir de l'information qui va être à un niveau très générique. On peut avoir de l'information ultra spécifique. On pourrait demander, on pourrait aller vérifier si un segment de clientèle XY est intéressé par un type d'activité aussi pointu, par exemple, que le tennis. Ce qui fait en sorte que ça peut nous aider dans nos efforts de forfaitisation, dans nos efforts de maillage avec nos voisins, comme on en parlait plus tôt. Puis ici, on est allé avec les éléments, comme je le mentionnais, qui étaient très marketing, mais on a vraiment là, des données très profilées, fines, ce qui fait en sorte que c'est intéressant de regarder le profil. Ici, on avait l'exemple des Tigidou, mais on peut comparer les profils entre eux, voir est-ce qu'il y a des affinités avec certains profils, etc. Donc, en arrière de ce que l'on vous présente aujourd'hui, malheureusement, on a fait un petit peu des Louis-José Hood de nous-mêmes. On a parlé très vite, on vous a présenté énormément de contenu, mais il y a beaucoup de finesse d'informations que le ministère souhaite mettre à votre disposition. Il y a des choses qu'on a commencé à dévoiler sur notre site Internet. Il y a des choses qui sont à venir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, au niveau de la connaissance, au niveau de nos programmes, à différents égards. Et on espère que cette information-là, qui était peut-être à haut niveau, l'objectif, comme on le mentionnait au début, ce n'était pas nécessairement de vous montrer la donnée, mais de vous montrer un peu le processus ou les possibilités, les nouvelles façons de faire pour vous montrer que c'est facile ou c'est possible d'avoir accès à cette information-là. Je sais que la connaissance, souvent dans un contexte de crise, ce n'est pas la priorité. Comme tout le monde, un peu à l'image, je veux dire, de la pyramide de Maslow, on va prioriser nos besoins de base avant toute chose. C'est tout à fait légitime. C'est pour ça que le ministère veut être là pour vous, pour s'assurer que vous puissiez répondre à vos besoins de base, les besoins d'urgence, les besoins de la crise, de la reprise, mais que vous ayez malgré tout
aussi un support financier, un support humain, puis un support au niveau de la connaissance. Donc, cette connaissance-là, ben, c'est important pour nous, puis on espère que les quelques informations vous ont donné envie d'en apprendre davantage, puis de nous suivre dans les actions qu'on va déployer dans les prochaines semaines, prochains mois, mais qu'on souhaite voir comme étant une nouvelle normalité là, à partir de maintenant au niveau du ministère. Véro, tu l'as mentionné, la crise n'est pas terminée. On est encore là-dedans. Il y a des outils qui ont été mis en place par le gouvernement. Donc, vraiment, je vous invite à aller voir le site québec.ca. Si vous pouvez passer par là, vous pouvez avoir accès à l'offre d'aide financière qui a été mise en place par le gouvernement. Donc, il y a plusieurs programmes qui sont en place, notamment pour la situation d'urgence, mais aussi, on a parlé beaucoup de numérique, la transition vers le numérique. Il y a des programmes qui sont mis en place pour vous accompagner là-dedans, pour vous aider. Donc, plus spécifiquement pour la connaissance stratégique, il y a une section tourisme et loisirs. Vous pouvez aller visiter ça. Il y a déjà beaucoup de données disponibles. On travaille à en mettre encore davantage sur le site Internet. Puis, si jamais vous avez des besoins particuliers, vous pouvez toujours nous écrire à intelligence@tourisme.gouv.qc.ca. Donc, on espère que cet avant-goût-là des possibilités qui s'offrent à nous, qui s'offrent à vous, vous ont permis d'avoir une petite lueur d'espoir, de voir qu'il y avait des différentes possibilités pour vous pour bien planifier votre saison 2021 et qu'il sera possible pour vous de transformer ce qu'on avait comme défi en opportunité pour la reprise. Donc, on vous remercie beaucoup, puis on est toujours disponible s'il y a quoi que ce soit au niveau du ministère pour vous accompagner dans ces éléments de connaissance. Merci beaucoup, Véronique. Merci beaucoup, Annie. C'est très instructif. Et je pense que ça atteint l'objectif de montrer le travail accompli. Alors, mes conférenciers invités, mon équipe et moi, on espère que ça vous a plu. J'ai une primeur pour vous. Ce qu'on vous a présenté, c'est un condensé d'un cahier, d'un livre blanc sur ce que sera le tourisme de 2021. Alors, vous recevrez un courriel où vous allez pouvoir télécharger à partir de demain ce livre blanc qui contient, entre autres, des exemples supplémentaires, des cas, des références qui étayent ce qu'on a pu ajouter. Et Martin y amène quelques idées d'ailleurs. Un merci spécial pour ce livre blanc à Développement économique Canada pour leur soutien. Le courriel aussi va contenir de l'information complémentaire sur les présentations, donc sur le MTLAB, entre autres, et sur le ministère, ce que Annie et Véronique viennent de vous présenter. Une mêlée de presse est prévue dans quelques minutes. Alors, les médias inscrits, vous avez reçu le lien Zoom. Pour ceux qui sont intéressés mais non inscrits, vous pouvez écrire dans la boîte de conversation, écrire votre courriel et Fanny va s'occuper de vous. Alors, j'espère qu'on vous a insufflé une dose d'optimisme documenté ce matin. Je suis confiant de vous revoir ou de faire votre connaissance et de vous serrer la main en 2021. De meilleurs jours nous attendent. Préparons-nous. Merci d'avoir été là. Bonne journée.